Bonjour à tous, merci de me recevoir ici. Pardonnez mon pauvre français. Et j'essaierai de vous raconter l'histoire d'un vieux port qui se modernisait avec dans la relation avec les ports de l'Atlantique. L'histoire d'un port moyen qui se fait international dans la relation avec l'Atlantique et finalement un port qui a contribué pour stimuler la modernisation des nouveaux ports dans l'Atlantique. Je vous vais raconter l'histoire de Porto à l'époque moderne. Je commencerai pour le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge. Et Porto s'est trouvé dans l'histoire maritime portugaise grâce à une tradition très longue. La législation nationale sur les affrètements trouve son origine à cette ville, avec la première lettre de fret connue, celle du navire Santiago à la fin du XIVe siècle. Il y avait déjà une bourse et les ressources navales étaient abondantes et seraient mises à l'épreuve dans la flotte de la conquête de Ceuta au commencement du XVe siècle et dans la logistique alors mobilisée. Parmi l'ensemble du port se détache celui de la construction navale. La circulation de charpentiers navals et de maîtres de navires qui participaient à leur construction à ce temps, à travers des ports de la mer du Nord et la Cantabrie, et la fixation à Porto de techniciens flamands et génois eut influence décisive. Synthèse des connaissances techniques concrétisées dans le chantier de la ville à Miragaia, où fut développé le type de navire qui sera consacré par la route de l'Inde au XVIe siècle, la nau, la nef. Les routes insulaires et les circuits d'approvisionnement de Ceuta et des places portugaises du nord de l'Afrique furent décisifs pour l'évolution de l'architecture navale. Je crois qu'à partir du milieu du XVe siècle, la nef, la nau, commença à prendre la forme nécessaire pour répondre aux exigences des voyages océaniques. Alors que Jean II, le roi de Portugal, se trouvait dans la ville aux années 80 du XVe siècle, visita le chantier et acheta une nef pour sa flotte. Il avait prévu envoyer des navires en Inde. La visite à Porto aurait été motivée par ce plan et le besoin de trouver des navires. Plan poursuivi avec Manuel Ier, qui usera ces chantiers non seulement pour la construction des navires du voyage inaugural en Inde, mais aussi pour fabriquer les premières nefs qui équiperaient la carrera de India. Flor de la Mar, navire d'Afonso de Albuquerque, Cirne, San Mateus et d'autres navires très connus dans les premières années de la carrera. Il transféra également des charpentiers de Porto et de Vila do Conde pour le chantier de la Ribeira de Lisbonne au XVIe siècle. La ville disposait d'autres avantages pour affirmer son port, son élite marchande. L'oligarchie urbaine fonda son statut dans le commerce et l'armement de navires dès le Moyen Âge. Au début de l'époque moderne, des nouveaux acteurs sont apparus, prêts à changer le sens des affaires. Un difficile jeu de pouvoir commença, opposant, reliant et transformant les élites locales. J'en parlerai au point suivant. Si les ports du Nord entamèrent une période d'apprentissage commercial au XVe siècle grâce au contact avec la Méditerranée, au XVIe siècle, ils assumèrent un rôle de liaison entre les intérêts atlantiques et ceux des marchés européens. Pour ces ports, le temps était venu de se reconvertir face à la restriction qui les empêchait de participer directement au commerce en Inde.
Ils avaient hérité une logistique, routes et relations internationales fondamentales pour se projeter tant outre-mer que dans l'Europe commerciale et financière. C'est alors que l'élément qui va influencer définitivement leur histoire paraît, les nouveaux chrétiens. Expulsés de Castille à la fin du XVe siècle, ils entrent au Portugal tout de suite. À Porto, ils demeuraient sur l'ancienne juiverie. Ils se firent élite commerciale en rivalisant avec les bourgeois de la municipalité. Cela leur valut des inimitiés, mais aussi, à moyen terme, des alliances fructueuses célébrées par des mariages et d'unions d'intérêts. Cosmopolites, gérant des réseaux internationaux, ils s'affirmèrent dans le commerce en liant leurs entreprises aux ressources portuaires, en adjudiquant les douanes, ce qui présentait des avantages. Plus grande capacité d'intervention marchande qu'à Lisbonne, dominée par des intérêts étrangers autour de la route du Cap, moins contrôlée par le fisc royal, et dans l'entrée des marchandises interdites, ils s'articulaient avec les ports galiciens où ils trouvaient transport maritime et échappaient le paiement de droits. Enfin, ils ouvraient les voies de l'Atlantique avec l'affaire prometteuse des Andes de Castille. Ces relations fondées sur des critères maritimes inspirèrent des stratégies de coopération et articulation d'intérêts à des niveaux intercontinentaux et contournaient les entraves politiques de l'État. Ils dynamisèrent les ports en accélérant leur intégration dans des circuits internationaux, en dépassant les rivalités péniblement gérées en mer par les politiques centrales, cas des attaques des corsaires français qui disputaient les positions de Portugal et de Castille en mer, en recevant sur les quais des navires anglais, bretons, normands, flamands et biscayens, chargés de textiles, d'outils, matériaux de construction navale et en alimentant leur propre route d'outre-mer. Car si les organismes politiques, administratifs et militaires de la couronne se trouvaient souvent en conflit avec les agents sur le terrain, les marchands et leurs réseaux cherchaient à affirmer un cadre global d'échange indépendamment de leurs interlocuteurs. De même que les ports qui recevaient des navires français en plein conflit naval, de même au Brésil, les nombreux cas de coopération entre marchands portugais et armateurs français, ou aux Andes, entre portugais et castillans avant et depuis l'union des couronnes, malgré des interdictions de circulation entre les empires. Le réseau de Simon Vache avait des agents à Veracruz pour les affaires du galion de Manille. D'autres réseaux feront de la contrebande d'esclaves avec l'ennemi néerlandais sur la côte africaine, Angola, au XVIIe siècle et supporteront la domination d'Olinda et de Pernambouc par eux entre la première moitié du XVIIe siècle. La construction de l'économie commerciale de l'Atlantique commençait alors véritablement. Sur les affaires, ici se révèle une économie ancrée dans l'Atlantique qui a fait ses débuts par les îles, principaux laboratoires d'expérimentation. J'ai beaucoup d'exemples que vous pourrez consulter dans le texte, mais plus que la longue liste d'intervenants, il faut comprendre leur portée dans l'affirmation des ports. Point d'escale atlantique, les archipels servirent de terrain d'expérience des modèles économiques. Les marchands déplacèrent des capitaux, des navires et des régisseurs et créèrent des sociétés d'exploitation qui poussèrent des cultures à valeur ajoutée pour distribution internationale et besoin de la navigation. À Madère et aux Canaries, parallèlement à la canne à sucre, ils encouragèrent la production de céréales et de vins à charger aux escales. Aux Açores, ils créèrent des structures d'abri en transformant des îles en marchés qui se ravivaient à l'arrivée de chaque embarcation.
Ils insèrent la production de sucre au Cap-Vert, mais rapidement firent de l'archipel un entrepôt d'esclaves à vendre aux Indes de Castille et au Brésil, et une escale pour les voyages d'aller, pêche et rafraîchissement. Enfin, à Saint-Thomé, ils testèrent l'économie des plantations sur base esclavagiste qui inspira le modèle qui serait suivi au Brésil. L'idée des îles comme précurseur de l'économie brésilienne n'est plus nouvelle. À propos du sucre, Celso Furtado signale qu'au-delà de la résolution des problèmes techniques liés à sa production, les plantations insulaires stimulèrent le développement au Portugal de l'industrie de l'équipement pour les plantations de canne à sucre. Ce trajet explique l'une des raisons du poids tardif du Brésil dans l'économie des ports, l'autre étant le prolongement des illusions minières, les seules qui poussaient la couronne à s'y intéresser vraiment. Nous avons ici d'autres réseaux qui départent de Porto et la construction du Brésil, ça c'est le port de Bahia. Toutefois, les marchands comprirent que le futur de l'économie atlantique passait par un nouveau projet pour le Brésil. En quelques années, ils en transformèrent l'économie et l'organisation, en déplaçant des ressources financières, navales et logistiques, en internationalisant les transactions, d'abord avec le bois Brésil, puis le coton et enfin le sucre. L'évolution des routes maritimes de Porto l'explique. Si dans la première moitié du XVIe siècle, parmi 115 voyages documentés, seuls 4 avaient le Brésil pour destination, dominaient les routes de la Flandre, Lisbonne et les îles. Les 450 enregistrés dans la seconde moitié en comptaient 230 voyages pour le Brésil. Ouvre des réseaux de nouveaux chrétiens dont la présence domine dans tous les affrètements et transactions avec le Brésil, à tel point qu'à partir du dernier quart du XVIe siècle, il est possible d'utiliser une définition qui est consacrée dans l'historiographie, qui définit un port comme un port juif. C'est une suggestion de travail. Par conséquent, les espaces d'accostage, des dépôts et maisons commerciales augmentèrent. Les critères de gestion des risques, je le montrerai samedi à propos du projet de l'Atlas des ports. Par conséquent, comme je disais, les infrastructures ont été beaucoup développé à Porto. La base de cette économie portuaire était le sucre, rapidement devenu le produit vedette, vendu surtout à l'étranger. Les réseaux marchands furent les premiers à établir des plantations de canne à sucre au Brésil, car étaient les seuls à avoir la capacité financière d'assumer cette entreprise. Au-delà des terrains, de la culture de la canne, de la machinerie pour la moudre et la transformer et les transports pour la distribuer, ils payaient la main-d'œuvre esclave qui supporterait ce système. C'est ici que commence véritablement l'histoire de l'esclavage atlantique dans la deuxième moitié du XVIe siècle, pour les Portugais, bien sûr. Diogo Ramada Curto et Francisco Betancourt disent que cette synthèse sucre-esclave structura tout le système de l'Atlantique Sud. Et j'ai beaucoup d'exemples de trafic d'esclaves de Porto. Si vous voyez presque toutes les routes qui touchent l'Afrique sont pour acheter et distribuer des esclaves. Une autre chose qui semble très importante, c'est la faiblesse, bien sûr, du marché portugais et du marché de Porto, ce que j'étudie plus, et alors la liaison qui était nécessaire avec les autres
des ports et des centres financiers en Europe. Anvers était le principal centre de redistribution du sucre qui venait à Porto. Les guerres et blocages du dernier tiers du XVIe siècle suscitèrent des destinations alternatives comme Bordeaux, Rouen, les ports britanniques et asiatiques, Bergen et Amsterdam. Telle évolution doit être soulignée. À partir du dernier tiers du XVIe siècle, nous n'avons presque pas de nouvelles de navires de Porto vers la Flandre, ce qui s'appelait Antwerp et Anvers. L'écoulement du sucre sera dévié vers ces ports. Tant que les contacts directs avec Amsterdam étaient illégaux, les marchands trompaient les décrets en frétant les ourques du nord d'Europe vers le Brésil, vers le port libre de Hambourg et de Amsterdam. Cette tendance eut des conséquences sur l'histoire du sucre. Conduit à centres de raffinerie comme Londres ou Amsterdam, il cessa alors d'être une épice et un article de luxe pour devenir un produit de consommation de masse. Là où les interprétations économiques semblent pécher, c'est quand elles parlent de la dépendance excessive des Portugais face aux marchands et aux capitaux étrangers. Furtado a d'ailleurs été l'un des premiers à considérer que l'entreprise sucrière portugaise était subordonnée aux capitaux hollandais. S'il est vrai que les marchés du Nord d'Europe furent essentiels à la distribution, en vérité, la documentation portuaire met en évidence le rôle des négociants portugais et espagnols et castillans à toutes les phases d'application des capitaux, de production et distribution jusqu'à Anvers et aussi à Bordeaux, Calais, Rouen, Dunkerque, Londres, Bristol, Bilbao, Medina del Campo et Madrid et Amsterdam. Elle pêche aussi par l'importance donnée à Lisbonne et au gouvernement central en tant que promoteur de l'économie sucrière en Europe. La documentation fait épreuve de l'initiative des marchands des ports du nord du Portugal, articulés certainement avec Lisbonne et les ports de Galice, responsables pour les transactions. 5 minutes. Merci. Et transport vers la France, l'Angleterre et la Flandre. Alors, je ne vais pas parler, j'avais beaucoup à parler sur les marins, en suivant la proposition de Guy Sopin sur les agents qui ont construit ces nouveaux ports. C'était très intéressant de voir dans les contrats d'affrètement, les contrats les procurations qu'on donne à des marchands et des marins pour travailler sur le terrain en représentation de ces marchands et tous les travaux qui ont développé ici au Brésil et dans l'Atlantique. J'irai conclure. Les ports étaient des espaces d'innovation au XVe et au XVIe siècle. Dans l'interprétation de l'histoire du Portugal proposée par Jaime Cortesão, la mer et les ports eurent une influence décisive dès la fondation du royaume en créant ce qu'il considéra le mode de vie national, une économie maritime de base agricole. Charnière entre fleuve, mer et terre, point de rupture de charge, lieu concentrant des activités d'exportation et d'importation, les ports suscitèrent des relations de qualité et de types différents. D'abord, avec la région environnante, en interférant avec ses dynamiques économiques et sociales et en faisant un élément essentiel de son propre développement. Et après, en articulant l'interland, l'imposant leur autorité, en évitant la compétition et en canalisant pour lui ses productions. Si au Moyen-Âge, les ports étaient surtout associés à la pêche, au cabotage et à des routes portées interrégionales, à l'époque moderne, les hiérarchies se définissaient avec plus de clarté, mais tous les ports demeurent d'être pluriactifs. Le commerce à longue distance définirait des statuts et déterminerait la croissance des villes portuaires qui se transformaient
un espace de modernité. En fonctionnant en réseau avec d'autres ports, en divisant des tâches, en créant des flottes pour les entreprises dans l'Atlantique et en dépendant d'autres pour la distribution vers l'Europe, en ouvrant le dialogue sur les caractéristiques des transports, leur typologie et la circulation des navires, sur les flottes nécessaires et les flottes suffisantes, et enfin sur les différents modes de propriété des embarcations, en soulignant dans le cas étudié une évolution allant de l'armateur individuel, confondu avec le marchand au Moyen Âge, à une espèce de prolétarisation de la propriété des navires avec les partenariats d'hommes de mer à l'époque moderne. Le port suscita aussi la problématique sur différents sujets économiques et sociaux, comme ceux de la relation entre le centre et la périphérie, les associations commerciales, les capitaux investis et le statut social des agents, les industries d'appui et de transformation, les relations avec les pouvoirs, le rôle monopoliste de l'État sur des routes spécifiques, les installations annexes au port et les innovations, la vie sociale, le contrebande avec les étrangers de l'intérieur et ceux de l'extérieur, les blocages et les drapeaux de convenance, les douanes et l'ascension des élites portuaires. À partir des ports, nous percevons comment l'intervention des élites crée un mouvement socio-économique qui a donné un avantage compétitif à l'Europe lorsque l'on compare les modèles expansionnistes orientaux et européens. La pauvreté et l'homogénéité des économies européennes ainsi que l'intérêt de ces élites pour les affaires incitèrent fortement l'expansion. Et les modes d'organisation qui m'ont même porté à considérer Porto comme un port juif consolidèrent cette expansion d'affaires et de relations au point que, comme le signale Jorge Pedreira, la fourniture de denrées coloniales augmenta les possibilités d'intégration de l'économie portugaise, ou du moins de certains de ces segments dans l'espace économique de l'Europe occidentale. Si la globalisation consiste en ce qui est compréhensible par des gens et des agents de mondes différents, la pratique portuaire et commerciale ici décrite fut l'œuvre de marchands, espèces d'hommes de frontières qui jouaient avec des loyautés et des intérêts et unirent des océans. Grâce à eux, les limites politiques et territoriales imposées par les États au prix de confrontations, de traités et de négociations cessaient d'avoir de l'importance, de limiter. Merci.